Bonjour, donc premier topo de cette série de 3, les bases un petit peu de l'hémodynamique. Vous aurez également un topo de physiologie sous ECMO. On aura l'occasion là de revenir largement là-dessus lors de la journée. Et puis une présentation également, une vue un peu globale des cardiopathies congénitales, euh, puisque c'est quand même, il sera fréquemment le cas de cardiopathie congénitale dans les discussions du club ECMO. euh, Pendant ces 48 heures où vous participerez à ce club ECMO. Mais avant de parler d'hémodynamique et de physiologie sous ECMO, il est important qu'on ait un petit peu un langage commun sur ce que c'est que l'hémodynamique, notamment pour les gens qui ont plus une formation paramédicale ou les internes de différentes spécialités. Euh, voilà, histoire qu'on se comprenne bien. Alors voilà un petit peu, je vais présenter un petit peu les bases d'hémodynamique. Juste cette photo, c'est un topo que je fais habituellement, bon, assez fréquemment finalement aux internes de pédiatrie quand ils arrivent dans le service ou dans les services à l'étranger, là, comme ici. On se base beaucoup sur l'échographie aujourd'hui pour parler d'hémodynamique, mais il y a des bases qu'on peut avoir. Alors l'hémodynamique, c'est difficile à définir, mais je le définirais euh, en disant que ce sont les mécanismes qui permettent la distribution de l'oxygène aux organes. Et on va surtout se focaliser ici sur le fonctionnement du cœur. Donc parmi tout ce qui transporte l'oxygène, hein, il y a l'hémoglobine, la saturation, mais il y a surtout un bon débit cardiaque. Donc on va surtout s'intéresser au débit cardiaque. Et en gros, en hémodynamique, bon, voilà, il y a des termes, notamment qui vont être réutilisés dans l'ECMO, comme la précharge, la post-charge. Alors la précharge, c'est ce qui va alimenter la pompe, ce qui va remplir la pompe cardiaque, euh, qui va donc avoir un certain nombre de propriétés qui font qu'elles sont fonctionnelles ou non. Euh, et puis la post-charge, c'est ce qui va s'opposer à l'éjection du sang par la pompe cardiaque. D'accord? Donc la précharge est un volume, c'est ce qui va en fait remplir la cavité, d'accord? Et la cavité est remplie au maximum à la fin de la diastole. C'est pour ça que la précharge globale du cœur est le volume télédiastolique global. Puis en général, comme on s'intéresse essentiellement au débit systémique, eh bien la précharge cardiaque est le volume télédiastolique du ventricule gauche. Et vous voyez sur ce petit diagramme en bas à gauche que, eh bien, plus la précharge va être importante, plus le volume d'éjection systolique, donc le débit cardiaque si on multiplie par la fréquence cardiaque, sera important, jusqu'à un certain point finalement où ce volume va finir par distendre un petit peu les cavités et en altérer le fonctionnement. La pompe cardiaque, elle va avoir besoin d'un certain nombre de compétences ou de qualités pour fonctionner correctement. Il lui faut une bonne fonction systolique, c'est-à-dire un bon inotropisme, une bonne capacité de contraction pour éjecter et assurer le meilleur volume d'éjection systolique. Il faut également qu'elle ait une bonne capacité à se remplir. Il faut donc qu'elle ait une bonne fonction pendant la phase de diastole ou fonction diastolique. On parle également de bonne qualité de relaxation et d'une bonne compliance qui pourra être altérée dans certaines pathologies, comme par exemple les obstacles gauches. Il faut également qu'on n'ait pas de problème électrique, et donc à ce moment-là, c'est là qu'on parle de problème de rythme ou de conduction. Il faut qu'on ait un bon rythme, un bon synchronisme atrio-ventriculaire pour assurer la meilleure contraction, et un rythme qui ne soit pas trop rapide pour assurer également là aussi un bon remplissage. Il faut également qu'on ait une bonne conduction à travers les cavités cardiaques pour assurer le meilleur fonctionnement du cœur, et toutes ces fonctions peuvent être mises à défaut dans les cardiopathies, qui ne sont, peuvent être acquises ou les cardiopathies congénitales, avant ou après la chirurgie cardiaque. La post-charge, elle est essentiellement le fait des résistances vasculaires. Alors périphériques si on s'intéresse à la post-charge globale, donc on parle à ce moment-là des résistances vasculaires systémiques, mais si on parle de post-charge, vous allez voir, pour le ventricule droit, ça peut être les résistances vasculaires pulmonaires. Alors, la physiologie
l'écologie cardiaque est plus compliquée que cette première diapo que je viens de vous passer, puisqu'effectivement, nous avons normalement deux ventricules qui fonctionnent en série. Avec une précharge du ventricule droit qui est également la précharge globale du cœur, qui est donc en théorie le volume télédiastolique ventriculaire droit, qui est évidemment très difficile à approcher. On va plutôt avoir des indicateurs de précharge, comme par exemple la pression générée par l'administration d'un volume dans ce ventricule droit. On aura donc la pression diastolique du ventricule droit, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi, qu'on va assimiler à la PVC, et qu'on peut également aborder par la taille de la veine cave inférieure, les variations respiratoires de cette veine cave inférieure, le volume du foie, tout ça sont autant d'indicateurs de précharge cardiaque globale ou de précharge ventriculaire droite. La post-charge ventriculaire droite, c'est les résistances vasculaires pulmonaires, qui sont assez peu éventuellement importantes en pratique adulte. On a assez peu de circonstances d'HTAP, par contre qui vont être au premier plan de notre analyse dans les cardiopathies congénitales et notamment dans la période néonatale où l'absence de transition correcte vers la vie extra-utérine s'associe à une persistance de l'élévation des résistances vasculaires pulmonaires. C'est essentiellement par l'histoire, la maladie du patient, et par l'échographie, également de façon moins conventionnelle par le cathétérisme interventionnel, qu'on va estimer les résistances vasculaires pulmonaires de l'enfant. Ensuite, on a notre circulation gauche oxygénée, pour laquelle on aura une précharge ventriculaire gauche, qui est là encore le volume télédiastolique du ventricule gauche, qu'on va approcher par des mesures physiologiques comme la pression dans l'atrial gauche, la pression d'occlusion si on fait du cathétérisme ou de la Swan-Ganz, la taille du ventricule gauche, et également on va pouvoir recueillir les interactions cœur-poumon, vous le verrez un petit peu plus tard, pour estimer la précharge ventriculaire gauche et estimer, voir si ce ventricule gauche est précharge dépendant. La post-charge des résistances vasculaires, elles sont difficiles à obtenir puisqu'elles peuvent être obtenues uniquement en cathétérisme interventionnel et en général elles sont même obtenues par calcul. Et par contre sur le plan clinique, on va utiliser ce qu'on a à notre disposition, qui est en général beaucoup plus l'examen clinique, les temps de recoloration cutanée, plus connu des examens chez l'enfant, et fait partie de l'examen de routine du bébé. On peut également utiliser les index de perfusion. Mais il faut retenir qu'il est bien souvent, dans les situations complexes, les enfants sous ECMO, difficile d'estimer la post-charge ventriculaire gauche, la résistance vasculaire systémique. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir cliniquement pour estimer le débit cardiaque, donc la qualité de l'hémodynamique? C'est très difficile, c'est représenté ici sur une étude un petit peu historique, mais qu'on aime bien citer pour dire qu'on a besoin d'examens paracliniques. Puisque l'estimation par le clinicien du débit cardiaque par rapport à des mesures validées par du cathétérisme interventionnel, je crois, dans cette étude, est assez mauvaise, une très mauvaise cohérence entre la clinique et le vrai. Donc il va falloir aller monitorer ces enfants. On va faire un petit peu une overview un petit peu de l'hémodynamique au lit du malade, en commençant par l'estimation de la précharge, et notamment de la précharge dépendance, ce qui se traduit par faut-il remplir ou pas le patient pour améliorer son débit cardiaque. C'est très compliqué. En pratique, alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette grenouille sur l'écran? Je pourrais le faire sous forme d'un quiz, mais c'est un petit peu compliqué. Mais simplement pour vous rappeler que Starling, un physiologiste quelques siècles avant nous, avait évoqué la notion de précharge dépendance sur le muscle de grenouille. Et il s'était aperçu que plus on étirait le muscle de grenouille, et plus la contraction secondaire était importante. Ce qui se traduit par pour le muscle cardiaque, qui est une cavité circulaire, par le fait que plus on va remplir, et donc plus on va étirer ce muscle cardiaque, et plus le volume d'éjection, donc plus la force de contraction va être importante. Et ceci est vrai jusqu'à ce qu'on altère le fonctionnement fibrillaire, le fonctionnement musculaire de ce muscle, on l'étende jusqu'à ce que finalement il ne puisse plus, jusqu'à ce qu'on l'abîme, ou pour le muscle cardiaque, on l'étende jusqu'à ce qu'on compromette, du fait des pressions générées, la perfusion myocardique. D'accord? Alors, ce qui est particulier à la physiologie par rapport au muscle de grenouille, c'est qu'un patient peut avoir une zone ici de précharge dépendance à 23 heures,
mais que cette courbe de précharge soit complètement différente à 4 heures, puisque l'enfant on peut démasquer des troubles de fonction systolique qui ne soient pas liés à la précharge, des troubles du remplissage qui fait qu'on modifie nos courbes de précharge dépendance. Donc il faut sans cesse, c'est une évaluation qui est sans cesse dynamique. Donc vous voyez ici, on est en première partie de la courbe sur des zones de précharge dépendance, alors que sur la fin de la courbe, le plateau, on va voir un plateau qui fait qu'il ne servira plus à grand chose de remplir le patient. Alors comment le sait-on? On peut soit remplir l'enfant, faire des mesures du débit cardiaque par échographie ou par d'autres outils de monitoring et regarder si c'est efficace, mais cela peut conduire à peu près à 50% de remplissage abusif. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de prédire cette réponse. Voilà. Vous voyez sur cette diapositive que nous avons une variation possiblement respiratoire. Donc là, c'est l'opérateur qui peut le dire seulement. Une variation du flux d'éjection systolique qui évoque également une précharge dépendance. Voilà, donc ces variations du flux, vous voyez sur ce diagramme, est probablement la chose la plus intéressante à regarder, beaucoup plus que la PVC en tant que telle, qui est un moins bon indicateur de la précharge globale, sauf si elle est très basse, inférieure à 5 cm d'eau, où elle peut quand même être intéressante, et beaucoup plus également que les variations de la taille de la veine cave en échographie. On a regardé un petit peu la précharge, un petit peu des notions de précharge, notion globale, là encore, on pourrait y revenir. Maintenant, on va regarder la post-charge du ventricule droit. Une façon très simple de regarder la post-charge, si vous vous mettrez en petit axe en échographie, vous voyez que à gauche, on a une courbure de type 1, c'est-à-dire qu'en systole, les pressions régnant à l'intérieur du ventricule gauche restent supérieures à celles régnant dans le ventricule droit, ce qui traduit par une courbure du septum qui est de type 1. Et au milieu, si les pressions sont équivalentes en systole dans les deux ventricules, on a une courbure qui est plate. Et puis à l'inverse, si on a des pressions qui deviennent suprasystémiques dans le cœur, on peut avoir une courbure inversée et ça peut aller jusqu'à gêner l'éjection du ventricule gauche et on parle à ce moment-là de crise d'HTAP. Ça, ce sont des notions d'échographie cardiaque. Je vous mets en garde, il faut avoir appris à faire de l'échographie cardiaque pour conclure au type de courbure septale, puisque sans formation adéquate, on peut avoir des fausses coupes qui peuvent faire conclure à tort à des courbures septales de type 2, alors qu'on a tout simplement mal coupé, on a une mauvaise coupe petite 4. Mais enfin, c'est une approche assez rapide, facile de la post-charge ventriculaire. Une approche un peu plus intéressante est d'utiliser les vitesses en échographie Doppler avec des principes d'utilisation, des principes, des formules là également qui s'appliquent, des équations. Donc là aussi, ça demande une petite formation en échographie qui n'est pas du tout l'objet de cette formation. Mais sachez qu'en échographie, par exemple ici sur l'insuffisance tricuspide physiologique, vous pouvez avoir une bonne idée beaucoup mieux approcher les pressions artérielles pulmonaires et donc les résistances vasculaires pulmonaires, bien que je suis prudent en disant ça. Il y a des finesses hémodynamiques qu'on ne va pas aborder ici. Voilà, on peut également utiliser le canal artériel pour évoquer les différences de résistance pulmonaire et résistance vasculaire systémique. La fonction de la pompe, là aussi, ça va être essentiellement l'échographie et le CG ou la surveillance du rythme qui vont permettre de répondre à toutes ces qualités. Inotropisme, chronotropisme, donc c'est la fréquence cardiaque, dromotropisme, dromotropisme, c'est la conduction, batmotropisme, l'excitabilité, et l'usinotropisme, c'est donc la fonction diastolique, la capacité du cœur à se remplir. Donc rappelez-vous que le débit cardiaque, c'est le produit du volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. Ce qui est excellent, c'est l'appréciation visuelle de cette fonction pompe. On peut également regarder les vélocités directement dans l'aorte ou sous la valve aortique pour estimer le volume d'éjection. On fera pour ça une intégrale temps-vitesse, vous allez voir sur une diapo suivante. Pareil pour le ventricule droit, on fait une appréciation visuelle. Bon, voilà.
Ce n'est pas ici de la cardiopédiatrie, c'est de l'évaluation par l'anesthésiste réanimateur au lit du malade. On cherche à avoir une vision hémodynamique en live et non pas une appréciation très fine de la fonction cardiaque. Hein. Voilà les vélocités sous-arctiques ici sur une coupe apicale 5 cavités. Vous voyez que en pointillé à la droite de l'écran, ce sont des vieilles images qui ont été faites au Cambodge avec des vieux appareils, mais ça marchait très bien. On peut tracer le contour histoire d'avoir une intégrale linéaire du débit des vitesses d'éjection sous-aortique qui nous donne une idée du volume d'éjection systolique. Si on va jusqu'au prochain complexe, on a une idée des vélocités moyennes qui peuvent également un bon reflet de la fonction cardiaque. Voilà, ici on voit beaucoup mieux la façon de mesurer, de pointer et de positionner la fenêtre d'échantillonnage Doppler. On peut également, et il est toujours intéressant en échographie de multiplier les arguments et les incidences, s'assurer qu'on ait des données qui sont concordantes en courax, en cas de cavité, ici en Doppler temps mouvement. Hein. Donc on va estimer la fraction de raccourcissement, la fraction d'éjection en T-Scholz, en Simpson, les vélocités, tout ceci doit être concordant avant de porter un diagnostic et de poser un profil hémodynamique. La fonction diastolique, elle est beaucoup plus difficile à obtenir en échographie chez l'enfant. Elle est possible, et on devrait d'ailleurs probablement le faire en réanimation. Je n'insiste pas là-dessus, puisque là, on dépasse un petit peu l'introduction à un cours sur l'ECMO. Il faut juste se rappeler que toute pathologie avec un obstacle va entraîner une hypertrophie du ventricule sous-jacent à l'obstacle, et donc un défaut, cette hypertrophie va s'associer à un des défauts de remplissage. Voilà un petit peu où on en est dans notre petit topo. On est déjà à 17 minutes, on va accélérer. La post-charge, hein, rappelez-vous que la post-charge, elle doit être ni trop basse ni trop élevée. Si elle est trop élevée, elle va gêner, elle va constituer un obstacle à l'éjection. Donc ce qui peut arriver si on a un obstacle mécanique, à ce moment-là ce ne sont pas les résistances mais un obstacle mécanique, mais elles peuvent être élevées si on a par exemple trop de support vasoconstricteur, ça peut arriver, et notamment en ECMO, je pense que ça vous sera expliqué. Et si elles sont trop basses, on peut avoir un défaut de perfusion d'organes. Par exemple, la perfusion rénale dépend de la perfusion artérielle moyenne. Et si les résistances sont effondrées, la pression artérielle moyenne étant le produit du débit cardiaque et des résistances vasculaires systémiques, on peut avoir un défaut de perfusion des organes. Le rein, le foie, le cerveau beaucoup plus rarement puisqu'il est doué d'autorégulation. Voilà. Les résistances effondrées sont également responsables éventuellement de diastolique, pression diastolique, qui sont basses et qui peuvent compromettre la fonction artérielle. Donc il faut avoir des résistances vasculaires systémiques ni trop élevées, ni trop faibles. Pour les estimer, c'est assez difficile, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne va pas se mettre dans les cas de figure où on est au cathétérisme cardiaque. À ce moment-là, c'est un petit peu différent. Mais en clinique, on va l'estimer par la perfusion périphérique. Pourquoi ? Puisque les résistances vont d'abord s'appliquer sur les plus grandes surfaces vasculaires que sont les capillaires. Et donc c'est au niveau cutané qu'on va avoir une appréciation de ces capillaires. On ne va pas pouvoir avoir une appréciation cérébrale ou digestive des capillaires, mais la peau. Et donc la façon dont la peau va se recolorer après une pression, par exemple sur la paume ou la plante des pieds. Et la vitesse de recoloration va être un bon indicateur des résistances vasculaires systémiques. Toutefois, en pratique, en réanimation des cardiopathies congénitales, cette donnée n'est pas si fiable que ça. Et en pratique, on est parfois amené à voir l'effet de vasoconstricteur, à faire des tests un petit peu thérapeutiques pour voir si c'est intéressant. Mais des temps de recoloration très rapides, des patients très chauds, on va pouvoir probablement conclure qu'on a des résistances vasculaires systémiques qui sont basses, et des recolorations très difficiles, des enfants qui restent très froids en périphérie, avec des recolorations très longues, ont probablement des résistances élevées. Alors peut-être à juste titre, hein, par adaptation, par exemple à un bas débit cardiaque. Alors si je fais un petit récapitulatif pour parler un petit peu de pathologie, toujours sous l'œil hémodynamique avec précharge, fonction pause, post-charge. Vous voyez que le choc anaphylactique, le choc septique, hein, pour ceux que vous connaissez, le problème est essentiellement une post-charge effondrée. D'accord ? La précharge, dans ces cas-là,
Elle est normale, en priori on n'a pas de déplétion, mais on va tendance à voir dire qu'elle est basse, puisque ces basses résistances qui caractérisent le choc anaphylactique ou le choc septique, qu'on appelait avant le choc distributif, elle va toucher un petit peu la capacitance veineuse, ce qui fait que la précharge cardiaque globale va être basse, et le débit cardiaque va au départ s'adapter en augmentant jusqu'à un certain point où ce sera plus possible. Alors je vais faire passer un peu plus vite un petit peu tout ce tableau. Dans le choc hypovolémique, eh ben, on a une déplétion qui va toucher la précharge va être basse. Forcément, si la précharge est basse, eh bien, la fonction de la pompe est altérée, et les patients se présentent froids aux urgences, dans un choc hémorragique. La nature va compenser en augmentant les résistances vasculaires systémiques pour maintenir une perfusion d'organes jusqu'à un certain point. Il va falloir remplir ces patients ou les transfuser, arrêter l'hémorragie pour les guérir. Dans le choc cardiogénique, eh bien, le problème, c'est la fonction pompe. La précharge, alors elle n'a pas bougé la précharge, mais on va dire que l'eau s'accumule en amont de la pompe. Parfois, ces patients ont une augmentation de précharge qui peut se traduire par exemple par des œdèmes ou un OAP. Et la post-charge, en rapport avec cette diminution de la fonction pompe, va être élevée pour maintenir une pression de perfusion des organes, notamment par exemple du cerveau. Et le traitement va dépendre de la cause de cette dysfonction. Donc voilà un petit peu un récapitulatif qui vous permet de faire tout ça. Alors, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un mail avant la séance. Sinon, on aura un temps évidemment de retour sur ces e-learning pendant Club ECMO pour revenir sur toutes ces notions. Merci de votre attention.